La web radio Posa Source des mots. Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des mots. Vous êtes avec Rafa, votre animateur, et aujourd'hui on va parler de santé mentale. Selon les recherches de l'Institut Douglas, un Canadien sur 5 sera personnellement touché par la maladie mentale au cours de sa vie. Il y a presque 4000 Canadiens qui se suicident chaque année, ce qui représente 24% de tous les décès chez les personnes de 15 à 24 ans. Au moment où on se parle, 80 000 Québécois sont atteints d'une dépression majeure. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, les maladies dépressives arriveront au deuxième rang des causes principales du fardeau global en santé et seront la cause principale dans les pays développés comme le Canada. Il faut savoir aussi que chez les élèves du secondaire, entre 2010 et 2017, il y a eu une augmentation de 8% des cas de niveau élevé de détresse psychologique. Le sociologue Louis Dumont nous dit ceci. Nous sommes passés d'une société qui aime les personnes et utilise les choses à une société qui aime les choses et utilise les personnes. Ceci n'est qu'une piste de réflexion que je vous donne parce que je n'ai pas invité un sociologue pour nous exposer le problème en long et en large. Par contre, Jacques Proulx, mon expert du jour, va pouvoir nous éclairer au sujet de la santé mentale. Bonjour Jacques. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. ça fait plaisir. Donc, parlez-nous un peu de votre parcours, de ce qui vous a conduit à travailler dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. OK, tout à l'heure, en introduction, le terme expert est peut-être un peu fort. Disons que j'ai une formation, moi, en psychologie. Je suis psychologue de formation. Également, un peu mon parcours. J'ai commencé à travailler mes premières années dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, qui est un quartier populaire. Et j'ai été en contact beaucoup avec les jeunes adultes toxicomanes. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu de l'intérêt beaucoup pour la toxicomanie. Et lorsqu'on parle de toxicomanie, on parle aussi de santé mentale. Les deux vont souvent de pair. Donc, après des années d'expérience à la clinique de Pointe-Saint-Charles, où j'ai même été travailleur de rue pendant 1 an, je suis allé faire mon certificat en toxicomanie. Et par la suite, pendant 25 ans, j'ai travaillé du côté de la toxicomanie dans une clinique externe, dans un centre externe ici à Saint-Jean-Chambly, qui s'appelait au début La Source des Monts. Par la suite, on était affilié au Virage. Et donc, pendant 25 ans, j'ai travaillé comme intervenant en toxicomanie dans un centre de réadaptation externe. Intéressant. Comme vous l'avez mentionné, il y a un lien assez fort entre la maladie mentale et la toxicomanie. Pouvez-vous nous expliquer la corrélation entre ces deux termes? Bien, souvent, lorsqu'on parle de double problématique, nécessairement, c'est parce qu'on réalise que parfois la toxicomanie permet aux gens qui ont des difficultés en santé mentale d'apaiser ces difficultés-là. Et donc, c'est très difficile de distinguer ou de différencier. Les deux vont souvent de pair. Et d'ailleurs, les recherches, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut aborder les deux de front et non pas comme certains essaient de faire, de dire on va régler un problème et par la suite on va régler l'autre. Non, c'est que les deux vont de pair. Les deux vont de pair, puis on peut se dire aussi que peut-être des fois, un engendre l'autre, comme, mettons, trouble de santé mentale peut comme peut-être engendrer la consommation, ou la consommation dirige vers aussi des troubles de santé mentale, ça se peut-tu? C'est là encore aussi que la problématique, c'est vrai dans les deux sens. Donc, on sait que parfois la consommation peut déclencher ou aider au déclenchement de problèmes de santé mentale, ce qu'on entend parler souvent au niveau du cannabis, que la consommation de cannabis de façon régulière et intensive peut faire que certains problèmes de santé mentale vont se développer. Alors, Comme des troubles anxieux, par exemple? oui, il y a des troubles anxieux, il y a parfois aussi il y a des troubles, entre autres, souvent on fait le lien avec la schizophrénie. OK. Hein, des fois, on entend dire que telle personne a consommé du cannabis et qu'elle est devenue schizophrène, alors que ce n'est pas dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est-à-dire que la consommation de cannabis a tout simplement amené un déclenchement plus rapide de la schizophrénie. OK. C'est que la schizophrénie était déjà dans ce qu'on dit à l'intérieur de la personne. Ouais. Elle dormait et la consommation peut réveiller
Réveiller le dragon. un peu le dragon ou encore des problèmes. Comme on sait aussi fortement que certaines consommations de substances vont induire soit de l'anxiété, soit de la dépression. On sait entre autres que les consommateurs de stimulants, souvent lors de l'arrêt de la consommation, ça va amener des symptômes dépressifs. Ouais, il pogne un creux, comme on peut dire. Là. C'est ça ce qu'on appelle le down de la consommation. Alors donc, c'est vrai que la consommation peut induire certains symptômes de santé mentale, de dépression ou d'anxiété, mais aussi de l'autre côté, la consommation, elle peut servir de médicament. Oui, c'est ça, comme on dit, il y a certaines personnes qui s'automédicamentent avec la drogue, dans le fond, là, avec ce qui n'est pas nécessairement prescrit par le médecin. Oui, et même on pourrait dire, moi personnellement, par expérience, je pourrais dire que les gens qui en sont venus à avoir une consommation problématique, que ce soit d'alcool, que ce soit de drogue, genre cannabis, les stimulants et même les antidouleurs, alors souvent, ces gens-là ont utilisé la consommation souvent pour calmer un mal-être, pour calmer des fois une personne qui est anxieuse, souvent va essayer différents types de drogues et lorsqu'elle va tomber sur une drogue qui fait du bien pour l'anxiété, souvent ils vont en venir à développer une consommation abusive ou encore problématique. Et là, ça fait comme une espèce de mauvaise roue parce que finalement, ça conduit encore à une problématique de troubles mentaux. En bout de ligne, j'imagine, si on consomme de façon abusive, on se retourne dans les problèmes mentaux qu'on essayait de calmer au départ en consommant. C'est un peu ça justement qui se passe parce qu'à ce moment-là, c'est comme l'œuf et la poule. Oui. Alors, lequel qui amène lequel, on ne sait pas. Alors, et c'est là qu'il faut vraiment regarder les deux en même temps. En même temps, donc Alors, c'est ça. Ils sont de pair et il faut les regarder ensemble. Et là, oui, c'est ça qu'il faut vraiment les regarder. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Habituellement, lorsque on va travailler avec des consommateurs et qu'on veut faire une évaluation pour une dépression ou encore pour des troubles anxieux, souvent on va demander à cette personne-là d'arrêter la consommation pendant au moins un mois, préférablement 2 mois. Pourquoi enlever la consommation pendant un mois ou deux? C'est pour aller vérifier avec l'arrêt de consommation, est-ce que les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux persistent ou tout simplement disparaissent? Alors que dans d'autres cas, après un mois ou deux d'arrêt, on s'aperçoit que l'arrêt de consommation, au lieu d'amener la disparition des symptômes, on s'aperçoit que les symptômes s'amplifient. Ah. Donc, que la dépression est encore plus forte ou encore que l'anxiété est encore plus forte. Et c'est ça souvent qui va nous amener à dire que cette personne-là pouvait consommer pour atténuer, entre autres, on sait fort bien que les stimulants, que ce soit les speed, que ce soit la cocaïne, et même les stimulants mineurs dans le genre de la cigarette ou la caféine, ce sont des antidépresseurs. Ah. Souvent des gens qui vont consommer ces substances-là et qui ont une base de dépression, comme ce sont des stimulants, ils vont moins ressentir les symptômes de dépression. Alors, c'est pour ça que, en demandant à la personne d'arrêter pendant un mois ou deux, ça nous aide à faire une évaluation juste. Parce que sans ça, on pourrait arriver avec des faux positifs, dans le sens que de déceler soit des symptômes dépressifs ou anxieux, alors que ces symptômes-là sont uniquement liés à la consommation. Ah, c'est ça, oui. Bien, bien merci. Puisqu'on parle beaucoup de dépression et que c'est cette maladie qui conduit le plus souvent les gens vers le suicide, pouvez-vous nous en nommer les causes? Les causes de la dépression. Bien, on sait que souvent, la dépression est en lien beaucoup avec des pertes.
ou encore est beaucoup lié à la tristesse. Alors, donc c'est sûr que les causes de la dépression peuvent être très nombreux. Entre autres, lorsqu'on parle de dépression aussi, on peut parler de ce qu'on appelait avant de dépression situationnelle. Oui. Donc, une personne qui développe des symptômes dépressifs à la suite d'un événement marquant dans sa vie, que ce soit la perte d'un être cher, une séparation, ou encore autres faits qui arrivent dans la vie et qui amènent la personne dans une tristesse ou un découragement. Donc, des éléments perturbateurs, ça peut être un échec professionnel aussi ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, ça peut être lié. C'est lié avec des événements, comme on dit, et souvent des événements qui paraissent comme étant des pertes, et un peu en lien avec la perte d'estime de soi, la perte d'un être cher, la perte de quelque chose qui était important pour nous autres. Alors là, on va parler de dépression plus, avant ce qu'on parlait beaucoup, on en parle moins aujourd'hui, de dépression situationnelle. Alors que pour d'autres personnes, c'est qu'il peut avoir une dimension plus physique à la dépression. Lorsqu'on va parler souvent des gens qui vont faire des dépressions majeures, donc il peut avoir un lien avec le fonctionnement neurologique de la personne. On sait aujourd'hui que la sérotonine est en lien beaucoup avec des épisodes de dépression. Donc, une personne qui a de la difficulté ou que la sérotonine ne fonctionne pas de façon adéquate pourrait développer de façon régulière une dépression. Okay. C'est pour ça que souvent, dans certains cas, la dépression peut être soignée par un médicament. Alors, justement, pour aider à faire un bon équilibre de la sérotonine, mais le médicament n'est pas nécessairement la seule façon de soigner. Le médicament, c'est un aide, c'est quelque chose qui va aider la personne, mais pas qu'il va régler nécessairement tout. OK. On dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Est-ce que ce dicton peut s'appliquer à la maladie mentale? Bien, on sait que pour la maladie mentale, comme pour la toxicomanie, on sait que la prévention peut aider, dans le sens, entre autres, des saines habitudes de vie. C'est sûr que ça peut aider pour la santé mentale, comme ça peut aider pour la consommation pour les personnes toxicomanes. Exemple, dans quel sens que les saines habitudes de vie, on sait l'impact du sommeil. Hein? Si je suis une personne fatiguée, qui manque d'énergie et qui m'arrive une situation au travail ou dans mon milieu social, la fatigue va faire que je vais percevoir ces situations-là des fois de façon beaucoup plus négative où ils vont m'affecter davantage. Oui. Donc, si je suis reposé, à ce moment-là, quelqu'un qui est capable d'avoir du bon sommeil, comme on pourrait dire, je vais percevoir les événements différemment. Donc, on sait que le sommeil est nécessaire. Entre autres, on sait que l'exercice physique, hein, on le dit de plus en plus, il n'y a pas de meilleur antidépresseur que l'exercice physique. Parce que justement, l'exercice physique permet un développement et un équilibre de la sérotonine. Oui, la sérotonine qui est quelque chose qui est sécrété par notre cerveau, dans le fond, qui a rapport avec l'humeur, là, de ce que je sais. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Souvent, là, on parle de neurotransmetteurs ou autres. Moi, souvent, j'aime mieux parler avec les gens que je rencontrais. On leur parlait des drogues naturelles. Ah oui, drogue naturelle. Une drogue naturelle qui est sécrétée par notre cerveau et qui permet l'équilibre ou encore de pallier à certaines difficultés. Donc, dans notre cerveau, il y a toute une série de drogues naturelles, que ce soit des stimulants, que ce soit des ralentisseurs.
comme dopamine, endorphine, ces choses-là, par rapport à l'exercice physique, justement, quand on pratique l'exercice physique, je pense que notre corps sécrète à la fois de la dopamine quand il y a un certain plaisir qui est procuré par le sport en tant que tel qu'on pratique, puis l'endorphine qui serait plus un relaxant. Oui, c'est ça. On sait que dans les drogues naturelles, il y en a jusqu'à date, parce qu'on en découvre de plus en plus, il y en a une soixantaine. Oh. Même peut-être plus maintenant, là. Alors donc, et d'ailleurs, tous les drogues qu'on retrouve sur le marché noir, toutes ces drogues-là existent au niveau dans notre cerveau. C'est des drogues naturelles qui sont là et qui existent. Et qu'est-ce qui nous fait dire que ces drogues naturelles existent déjà? C'est que si ces drogues-là n'existaient pas au niveau de notre cerveau, lorsqu'on consomme, le corps identifierait ces drogues-là comme étant du poison et les rejetterait. Alors que dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Dans les faits, la plupart, lorsque les gens consomment, le corps les connaît déjà, ces substances-là, au niveau naturel. Donc, il ne les rejette pas comme étant du poison. Et qu'est-ce qui arrive dans les faits? C'est que les drogues qu'on prend de façon artificielle, soit par la bouche, par le nez ou par injection, vont aller tout simplement s'introduire aux endroits où ces drogues existent au niveau naturel. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que donc on sait que par l'exercice physique, on peut développer certaines drogues naturelles, comme on peut le faire aussi par la méditation. La méditation, le yoga ou autre activité de ce genre, ça va amener le corps à développer certaines drogues naturelles qui sont plus à ce moment-là les ralentisseurs. Donc, un peu les mêmes types de drogues qu'on va aller chercher des fois par les benzodiazépines ou tout ce qui est médicaments pour dormir. OK. Alors, donc, c'est ça. On sait que la médication peut être nécessaire pour régulariser certains troubles mentaux, mais le médicament reste qu'un outil qui ne peut pas résoudre tout le problème. On parlait un peu d'outils, justement. Quels autres outils ajouteriez-vous dans le coffre de la maintenance de la santé mentale? On a parlé d'une bonne hygiène de vie globale, bon sommeil, le sport. Y a-t-il autre chose que vous voyez? c'est sûr que les médicaments, c'est pas de partir en guerre contre les médicaments. Les médicaments sont un moyen qui vont aider, mais souvent, il ne faut pas se limiter à ces moyens-là. On sait que les antidépresseurs sont démontrés comme étant efficaces. Et les antidépresseurs sont très utiles pour aider les personnes qui vivent de la dépression, mais aussi sont démontrés efficaces en même temps qu'un suivi psychologique ou thérapeutique. Alors, c'est pour ça que les deux vont de pair. Lorsqu'ils ont fait des études sur l'efficacité d'un antidépresseur, l'étude était faite en même temps avec un suivi psychologique ou thérapeutique. Donc, les deux vont de pair. Donc, oui, les saines habitudes de vie, c'est nécessaire. Saine alimentation, un sommeil équilibré, activité physique. Le médicament peut aider. Et également, le suivi ou encore d'aller travailler sur tous ses ressentis émotifs. Oui. Parce que la tristesse en tant que telle n'est pas quelque chose qu'il faut faire disparaître. L'être humain a besoin de la tristesse. L'être humain a besoin des émotions. En fait, de toute sa palette d'émotions. De toute la palette. Souvent, moi, je vais plus les résumer à 4 types d'émotions, qui est la colère, la tristesse, les peurs et la joie. Mais on a tous besoin de ces 4 types d'émotions-là. Si je t'enlève la colère aujourd'hui, puis tu ne peux plus avoir de colère, tu risques qu'on va profiter de toi, tu risques qu'on peut te faire mal, qu'on peut te blesser,
Et comme tu n'as pas de colère, tu ne seras pas capable de dire « wow, c'est assez », de réagir, dans le fond. de réagir et de te protéger. C'est ça qui est un peu intéressant dans notre définition de la santé mentale qu'on essayait de placer, dans le fond, c'est de se dire aussi que c'est d'être capable de réagir en fonction soit de nos besoins, de notre potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, puis pour ça, on a besoin de nos émotions. Donc, c'est pas de les canceller. C'est ça. Et longtemps, les gens venaient consulter en disant, ben moi, je veux que tu m'enlèves l'anxiété. Je veux plus être anxieux. Hein? Je veux que tu m'enlèves ma tristesse. Je veux plus être triste. Je pense à un client, à un moment donné, qui est venu me voir et qui dit, quand on regardait un peu ses motifs de consultation, il m'a dit, ben moi, je veux que tu m'enlèves la tristesse que j'ai en lien avec le décès de mon père. J'ai dit fort intéressant, parce que cette tristesse-là l'empêchait de bien fonctionner, l'emmenait à s'isoler, à ne pas sortir, à ne pas faire d'activité. Alors, tout simplement, je lui ai dit combien de temps qu'on se donne pour enlever cette tristesse-là liée au décès de ton père. Puis après quelques minutes de réflexion, il dit, ben, elle va toujours être là, je vais toujours en avoir de la tristesse. Donc, il a comme réalisé que c'était impossible d'enlever la tristesse. Et c'est là qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant on sait qu'on ne peut pas l'enlever? Et de lui-même, il était capable de dire, il faut que j'apprenne à vivre avec cette tristesse-là. Il faut que je l'apprivoise et que cette tristesse-là ne m'empêche plus de bien fonctionner. De bien fonctionner, c'est ça. Au point que souvent, les gens, avant, c'était, des gens souvent, entre autres les personnes dépressives, pouvaient dire, j'ai hâte de ne plus être dépressif parce qu'à ce moment-là, je vais sortir, je vais aller voir mes amis, je vais faire de l'activité physique, mais pour le moment, je ne peux pas parce que je suis dépressif. Et donc, ces gens-là demeuraient dans leur maison, ne sortaient plus, dans l'espoir que la dépression allait partir. En fait, il faut utiliser certains outils justement pour pouvoir contrer la dépression, puis il ne faut pas s'isoler nécessairement, puis tout se couper du monde, dans le fond. Il faut peut-être retourner vers la vie, justement, puis l'appréhender en essayant d'y trouver un équilibre. C'est ça, il faut apprendre à apprivoiser. Non pas beaucoup maintenant, on entend parler beaucoup de l'acte-thérapie. L'acte-thérapie qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, dans cette approche nouvelle, il faut beaucoup dire, c'est une approche que s'est développée avec le temps, c'est qu'il faut arrêter de lutter contre nos émotions, il faut arrêter de lutter contre l'anxiété, contre la dépression, contre notre colère. Il faut l'accueillir, lui faire de la place, se donner la permission d'avoir ces émotions-là. Et une fois qu'on se donne la permission d'avoir ces émotions-là, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là? Maintenant, je suis triste, j'ai de la peine, je serais porté à rester dans la maison et à ne pas sortir. Alors maintenant, on va plus voir ça comme tout en étant triste, tout en ayant de la peine, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je pourrais aller prendre un café à tel endroit. Je pourrais aller voir une de mes amies. Pas longtemps, mais je pourrais sortir. Donc, on apprend, au lieu de lutter contre l'émotion, on apprend à l'apprivoiser. Et c'est là qu'on va parler peut-être d'une bonne santé mentale. Okay. Une bonne santé mentale, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de peine, je n'aurai pas de colère, je n'aurai pas d'anxiété. Non, l'anxiété est nécessaire, utile et saine. Parce que si je n'ai pas d'anxiété, si rien qui ne me fait peur, en partant d'ici, je vais traverser la rue, je ne regarderai pas nulle part, et je risque de me faire frapper. Oui. Donc, l'anxiété me permet de rester vivant, comme la colère me permet également de rester vivant parce qu'on n'abusera pas de moi et on ne me blessera pas inutilement. Okay. Donc, c'est pour ça que une saine santé mentale, c'est bien plus l'adaptation
apprendre à vivre avec nos émotions. Apprendre à vivre avec nos émotions. Bon, on va retenir ça. Apprendre à vivre avec nos émotions. Merci beaucoup, Jacques. C'était tout le temps qu'on avait pour cette entrevue. Merci de nous avoir partagé ton savoir. Puis à la prochaine. Ça fait plaisir. C'était Jacques Proulx, psychologue et intervenant en toxicomanie.